Bonjour tout le monde. Je m'appelle Florence, je serai votre animatrice cet après-midi. On va se concentrer donc sur les collections d'œuvres d'art qui sont présentées dans les milieux de travail puis dans les espaces publics. L'objectif, c'est vraiment d'explorer l'écosystème des arts au Québec puis comment les collections en milieu de travail, dans les espaces publics, s'insèrent dans cet écosystème-là et d'y aller vraiment plus concret et de voir, bon, quels sont les modèles de collectionnement pour ce type de collection et quelles sont les spécificités aussi des lieux de ces collections-là qui sont finalement des lieux qu'on pourrait qualifier de non muséales ou de non traditionnels dans le milieu des arts. Et je suis en excellente compagnie avec notre cher Moridja Kitenge Banza, donc artiste multidisciplinaire. Et Moridja qui a répondu avec son enthousiasme légendaire à notre invitation de table ronde. Et on était très heureuse de sa présence parce que il apporte la perspective de l'artiste justement qui est collectionné dans ce type de collection-là. Donc Moridja qui est collectionné dans des collections de musées à travers le monde, dans un très, très grand nombre de nos grandes collections aussi muséales ici au Canada et au Québec, et dans des collections d'entreprises. Donc, je vais en nommer quelques-unes: la Caisse, Hydro-Québec, Desjardins, dans les banques aussi, RBC, TD, BMO, et dans des collections aussi avec lesquelles Geneviève et moi travaillons. Et Moridja aussi apporte à cette table ronde une perspective très intéressante parce que c'est aussi un artiste qui a la qualité d'être très investi dans sa communauté. Moridja a présidé le regroupement des artistes en art visuel du Québec de 2013 à 2016. Il a été responsable des nouveaux publics, du développement des nouveaux publics au Musée des Beaux-Arts ici à Montréal pendant plusieurs années. Et il est maintenant président de Culture Montréal et président du comité d'acquisition du Musée d'art contemporain. Donc, vous voyez, il arrive vraiment avec une multitude de points de vue à cette table ronde. Et Geneviève Goyer-Ouimet, donc commissaire indépendante et conservatrice à la collection d'œuvres d'art de la ville de Laval. Merci d'être avec nous, Geneviève. Geneviève est l'instigatrice de cette table ronde. C'est elle qui nous a invités, Moridja et moi. Et j'étais vraiment ravie parce que Geneviève a une très grande expérience en tant que commissaire et en tant que conservatrice. Elle a travaillé aux collections du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts ici à Montréal. Elle a dirigé le Circa Art Actuel, qui est un centre d'artistes ici à Montréal. Et aussi, j'étais très heureuse de me joindre parce que Geneviève, c'est une personne dans le milieu des arts qui a une vision vraiment positive et ravigotante des collections en général, mais surtout de la fonction sociale et sociétale des collections d'œuvres d'art qui, franchement, nous change un peu des discours des collections comme investissement ou comme avantage fiscal. Geneviève nous amène à voir tous les potentiels à bâtir des communautés et des patrimoines communs grâce à l'art actuel. Donc, merci Geneviève d'avoir instigé cette conversation. Merci beaucoup, Florence Agathe. C'est à mon tour de te présenter. Alors, juste mentionner que Florence Agathe, l'année passée, a fait une visite de la collection Davis à laquelle j'avais participé. Puis, je me suis rendu compte à quel point on avait vraiment une vision similaire, en fait, du partage de l'art actuel dans le milieu de tous les jours des gens. Donc, Florence Agathe, peut-être que vous la connaissez comme commissaire, comme personne aussi qui conseille des entreprises pour des acquisitions. Elle a un bac en muséologie, une maîtrise en histoire de l'art et elle a travaillé notamment à la galerie de l'UQAM pendant quelques années, dans une galerie marchande qu'on nommera pas ici, mais que tout le monde connaît bien. Elle a donc œuvré aussi à la mise en place de l'exposition de BGL au pavillon canadien de la Biennale de Venise à l'époque. Elle a travaillé pour l'exposition de François Sullivan au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Entre autres, elle a fait une exposition aussi pour la Foire d'art actuel de Québec et elle travaille en ce moment sur un projet qu'on ne peut pas parler.
Donc, on va savoir bientôt. Elle a aussi une double vie. Donc, elle fait aussi la promotion du sport des femmes. Et je veux juste mentionner que mes deux filles sont joueuses de hockey. Donc, on partage aussi cet intérêt pour la victoire. Et elle a eu quand même le prix du gouverneur général pour son livre Hors-jeu que je vous suggère tous d'aller acheter et de lire et de donner en cadeau. Donc, elle est conseillère, comme je vous le mentionnais, pour différentes acquisitions pour des entreprises, notamment pour la Fondation Rossi et Dolorama, EY Montréal, et pour différents cabinets d'avocats, dont BLG, Osler et Davies. Et elle est, elle aussi, sur un comité d'acquisition, celui du Musée des beaux-arts de Montréal, pour le comité d'art canadien. Donc, voilà. Merci Geneviève, merci. Puis c'est justement ce background-là comme consultante en collection d'entreprise qui m'amène à la fois être animatrice aujourd'hui pour vous, mais aussi à parfois embarquer dans les conversations et apporter un peu la perspective des collections en entreprise qui sont peut-être des entreprises d'un petit peu plus petite taille et qui n'ont pas nécessairement de conservatrices ou de conservateurs qui travaillent à l'interne à temps plein. Alors, on se lance. Donc, la grande question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est vraiment de savoir quels sont les apports de l'art actuel dans les espaces publics, dans les milieux de travail. Puis cette question-là, elle nous amène directement à réfléchir à pourquoi l'art, ben, c'est important dans ces espaces-là. Et donc, à l'extérieur du musée, pourquoi l'art devient pertinent lorsqu'il sort des lieux plus traditionnels. Puis on va diviser la discussion en 3 grands blocs et on commence avec l'écosystème de l'art puis le rôle des collections dans cet écosystème de l'art-là. J'en profite pour un peu définir notre utilisation de l'expression collection au travail au lieu de collection d'entreprise. Notre objectif ici, c'était vraiment d'imager le fait que ce n'est pas que les entreprises privées qui collectionnent. Il y a aussi des milieux, par exemple, municipaux, des collections municipales qui font partie de ces collections, donc où les œuvres d'art sont installées dans les espaces de bureaux. Et ce qui est intéressant avec les collections municipales comme celle de Geneviève, c'est que oui, il y a des espaces de bureaux, mais il y a aussi tout le territoire, dans ce cas lavallois, qui accueille ces œuvres-là. Donc, on peut penser, par exemple, aux centres aquatiques, à des centres de loisirs, des bibliothèques. Donc, la collection a vraiment une vie pour les employés de la ville de Laval, mais aussi pour les citoyennes et citoyennes à Laval. Donc, dans cette idée de la collection au travail, c'était d'imager les différentes vies, finalement, de ces œuvres d'art. Donc, Geneviève, j'aimerais t'inviter à nous faire ce panorama de l'écosystème. C'était un grand devoir, un grand défi que s'est donné Geneviève, de nous faire un peu l'état de la situation de l'écosystème et de nous expliquer comment les collections entrent en interaction avec les différents acteurs et institutions du monde de l'art. Fait que je te cède la parole. Merci. Alors, donc, le défi, là, en ce moment, c'est de vous présenter ça de façon digeste. Donc, pour nous suivre à travers l'écosystème, on a divisé l'écosystème en 2 marguerites, si vous voulez. L'une sur le collectionnement et la diffusion. Donc, on va effeuiller chacune des feuilles des marguerites ensemble. Et l'autre sur le soutien à la création. Naturellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'artiste est partout dans l'écosystème. Je vais interpeller Morija et Florence Agathe parce qu'ils ont été partie prenante de cet écosystème-là un peu partout. Alors, on va débuter. Est-ce que c'est comme ça qu'on débute? Non. Ah, voilà, la marguerite. Merci d'ailleurs à Andréane pour le travail sur la marguerite. Je veux juste vous dire que c'était tout écrit à la main sur une feuille. Ça ressemblait pas du tout à ça. Donc, ce que vous avez au centre, c'est vraiment donc cette idée de collectionnement et de diffusion. Et on va passer assez rapidement sur les différents acteurs, en fait, de cet écosystème. On va débuter avec les collections d'entreprises privées et les... Pardon, est-ce que ça fonctionne?
Ah, voilà. Et les collections gouvernementales. Donc, c'est vraiment le cœur, en fait, de notre présentation aujourd'hui. Donc, les collections qui sont non muséales et qui permettent justement de présenter l'art actuel partout. Donc, ça peut se retrouver à différents endroits, notamment dans des grandes entreprises comme la Banque nationale, la Caisse des Jardins, mais des plus petites entreprises que conseille d'ailleurs Florence Agathe, donc BLG Davies, par exemple. Il y a aussi plusieurs collections gouvernementales, donc des collections municipales. Donc là, je vous ai nommé quelques villes où il y a des collections municipales, notamment Drummondville, Québec, Laval, Montréal. Mais il y a aussi des collections de sociétés d'État. Vous connaissez sûrement la collection de l'Auto-Québec, la Caisse, la collection d'Hydro-Québec. Il y a des collections aussi d'institutions d'enseignement plus petites, comme par exemple au cégep de Saint-Hyacinthe, au cégep de Longueuil, là, Édouard-Montpetit. Donc, il y a plusieurs institutions d'enseignement, la Galerie de l'Université de Montréal, par exemple, qui vont présenter partout sur le campus des œuvres de leur collection. Donc, on est très proche là, de l'esprit, justement, de notre conférence. Ensuite de ça, vous avez les galeries marchandes en art contemporain qui vont présenter des œuvres. C'est extrêmement important. Ici, on a un bel exemple différents types de galeries, de soutien qui peut se faire auprès des artistes. Donc, on a ici des personnes, Moridja qui est représentée par une galerie, Florence Agathe qui a déjà travaillé pour une galerie. Pour la même galerie. Moi, j'ai à travailler avec les galeries pour justement des dossiers des artistes qui sont déposés pour des acquisitions. J'ai déjà fait un commissariat indépendant dans une galerie marchande. Par exemple, vous avez des différentes propositions en ce moment ici que vous allez pouvoir découvrir là, pour les galeries. Voilà. Et j'ajouterais que les galeries privées, en lien avec les collections d'entreprise, c'est souvent les meilleurs alliés des conservateurs, des conservatrices. On travaille très étroitement avec les galeries pour savoir qu'est-ce qui est disponible sur le marché, pour bien sûr suivre les carrières des artistes, puis pour développer avec les galeries une relation où on peut avoir accès aux œuvres fraîchement faites qui sortent de l'atelier pour savoir sur quoi les artistes travaillent, pour ensuite pouvoir avoir accès donc à des petites primeurs et à pouvoir les mettre de côté, les faire réserver, pouvoir les présenter à nos comités d'acquisition, à nos clients. Donc, c'est vraiment... et des événements comme la foire ici sont vraiment des épicentres de cette relation-là parce que ça nous permet de tous nous voir, d'un peu célébrer le printemps, c'est plural, mais aussi de célébrer aussi tous ces liens de communauté. Donc, la galerie marchande est au cœur du travail des collections d'entreprises. Tout à fait. Puis oui, dans les foires, mais il faut comprendre que les galeries vont aussi accompagner pour les expositions, les publications, les biennales, vraiment de façon très, très large également. Donc, on change, on va dans ce qu'on connaît peut-être le plus, c'est-à-dire les institutions muséales, donc les musées privés, les musées d'État, les musées municipaux qui vont présenter également les artistes sous la forme d'expositions essentiellement. On a aussi, donc, dans ce cadre-là, des comités d'acquisition, puis justement, nos deux autres panélistes en font partie. On a aussi d'autres lieux de diffusion de même type, comme des institutions muséales, donc les galeries universitaires. Et les galeries universitaires présentent aussi de la relève dans les galeries, justement, étudiantes. Et vous avez aussi les fondations qui diffusent le travail. Vous avez également... pardon, parce que moi, je ne vois pas l'écran. Les centres d'artistes autogérés. Les centres d'artistes autogérés sont essentiels. À titre indicatif, l'œuvre d'Élisabeth Perrault que vous pouvez voir en bas, qui est la grande installation, a été présentée chez Circa Art Actuel et vient d'être acquis par le Musée des Beaux-Arts du Canada. Donc, il y a beaucoup de glissements, en fait, et de partage au Québec entre les différents groupes et ça mérite d'être mentionné. Moridja a fait aussi, je crois, une collaboration avec l'ARC, qui est un centre d'artistes autogérés. Est-ce que tu veux nous en parler?
Ben, j'ai fait une collaboration avec Clark pour le cadre de la Biennale de Dakar en 2022, parce que c'était pendant la pandémie, mais ça a Mhm. été repoussé. Ouais, 2022. En fait, la collaboration consistait à monter une exposition ici à Montréal avec 10 artistes, disons, afro-descendants et africains, parce que la Biennale de Dakar, c'est un peu la Biennale de Venise africaine qui n'accepte les artistes qui sont soit africains ou de descendance africaine. Et donc l'idée, c'était de pouvoir emmener ces artistes-là à Dakar pour découvrir un peu un milieu qui est différent, parce que c'est un peu comme la messe de tout le continent et de tout le monde avec les artistes qui viennent de partout. Mais aussi, ironiquement, c'était un peu comme une question de leur dire ben, qu'on ne peut pas être à Montréal et parler de la question des afro-descendants ou des noirs parce qu'on est noir à Montréal. Donc de voir un peu comment les autres pensent le monde différemment. Et donc ce projet-là, comme on parlait d'écosystème, pour avoir les financements nécessaires qui permettent de réaliser un projet de ce type, au fait, il faut être en collaboration, moi qui étais commissaire, en collaboration avec un centre, avec une institution. Et ce qui marchait le mieux, c'était de travailler avec Clark, qui est un centre d'artistes autogéré, donc qui est près de la communauté. Et Clark, tout justement, recevait les fonds pour pouvoir soutenir le projet. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et dans le projet, on a eu l'occasion d'inviter des commissaires au Québec. Donc, nous sommes allés à Dakar. On a eu une exposition à Dakar, une exposition dans le off de la Biennale. Et aussi des rencontres professionnelles avec d'autres artistes, d'autres professionnels, parce que comme c'est une biennale, c'est le seul moment où on a l'occasion de rencontrer par exemple, le directeur ou la directrice de la tête, du MoMA, parce qu'ils sont tous là, au fait. On n'a pas besoin de courriel. Et donc, c'est aussi ça aussi qui est intéressant parce que l'idée, c'est pas seulement d'être avec des artistes, mais aussi comment est-ce qu'on les accompagne professionnellement, en fait, dans leur carrière, en fait. Et donc, les centres d'artistes autogérés a aussi ce rôle-là dans l'écosystème, tout justement, pour pouvoir accompagner, en fait, les artistes. Puis j'ajouterais qu'au Québec, c'est spécifique, c'est-à-dire que dans d'autres provinces, il y a vraiment une distance beaucoup plus importante entre le marché et les institutions muséales et les centres d'artistes autogérés, mais dans l'écosystème du Québec, il y a vraiment beaucoup de glissements et de partenariats entre tous ces acteurs-là. Donc, c'est un bon exemple de ça. On a aussi beaucoup de lieux alternatifs au Québec, donc des galeries. Et des organismes. Notamment, on a Arch qui est ici, qui soutient la relève. On a des galeries justement pour les artistes pour leur permettre de présenter leurs œuvres comme Produire Rien ou Pop-Up, par exemple. Vous avez toute une liste qui est ici. Et on a naturellement aussi les ventes aux enchères, soit dans des maisons de vente aux enchères, dans les centres d'artistes autogérés, il y a plusieurs aussi, ou les événements, il y a plusieurs événements caritatifs autour également de vente aux enchères. Donc, ça vous donne une bonne idée du collectionnement et donc la diffusion qui se fait au Québec. C'est ma première marguerite. Puis je préciserais que sur l'étage où on est aujourd'hui, il y a le premier étage et le deuxième étage où il y a toutes les galeries en dessous de nous en ce moment, mais sur cet étage-ci, vraiment, la foire plurale, une de ses spécificités, c'est d'illustrer aussi le maillage entre ces différents centres entre ces différents lieux de diffusion et lieux de promotion de l'art, j'ai envie de dire. En permettant, les kiosques que vous voyez ici sur cet étage-ci se concentrent sur des lieux qui ne sont pas nécessairement des galeries marchandes et c'est intéressant de souligner, d'illustrer l'importance de leur présence au sein d'une foire parce que pour des conservatrices, pour des commissaires d'exposition, ça devient des lieux qui nous permettent de vraiment avoir accès à des incubateurs sur les jeunes artistes, de pouvoir avoir accès à des artistes qui ne sont pas encore représentés, qui sont les noms de la relève à surveiller, des lieux aussi qui ont une plus grande distance avec le marché de l'art, donc qui vont permettre plus d'expérimentation aux artistes, des lieux de production aussi, matériels, techniques. Donc, je trouve que il y a beaucoup de foires dans la vie, il y a beaucoup de foires au Québec et au Canada, mais la spécificité de Plural, c'est de vraiment montrer comment ce type d'espace-là a une incidence sur l'écosystème plus large et sur le marché de l'art. Voilà.
Merci Florence. Juste mentionner aussi que naturellement, le rôle des personnes qui font des acquisitions pour des entreprises ou pour des collections municipales comme on le fait, ben, c'est de aussi être très présent sur le milieu alternatif là, qu'on a présenté. Donc, je vais passer rapidement au soutien en fait qui est fait aux artistes, au soutien à la création. La première effeuillage de Marguerite, c'est tout ce qui est justement autour des universités. Donc, les programmes d'art, les galeries universitaires sont vraiment des graines extrêmement fertiles qui permettent justement de créer un premier milieu, un premier réseau. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est le soutien gouvernemental, les conseils des arts. Ça, c'est naturellement extrêmement important. Ensuite de ça, on a excusez-moi, est-ce que vous arrivez? Oui, c'est les prix. C'est le financement. Qu'est-ce qui est? C'est les prix publics, privés. Les prix? Alors, tous les prix, la reconnaissance des artistes, autant des institutions publiques que des institutions privées. Ça aide énormément justement à la validation par les pairs. Et enfin, on a les associations. Moridja a été membre d'une de ces associations-là. Oh, ben, en fait, tu es encore membre, mais tu as été sur le conseil d'administration. Merci de me reprendre. Moridja a été président donc, du regroupement des artistes en arts visuels, qui est une organisation qui défend les droits des artistes, entre autres à avoir des cachets lorsqu'ils ont des expositions, etc. Donc, Moridja a beaucoup travaillé à développer des contrats à l'époque avec les différentes institutions. Moi, en étant directrice de CIRCA, j'étais aussi liée au regroupement des artistes, au regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, le RCAQ. Je suis membre de la Société des musées québécois. Je ne sais pas si Florence Agathe, oui, aussi. Et l'Association des galeries d'art contemporain et l'organisme qui organise la foire ici. Donc, vous voyez, c'est toutes des associations extrêmement importantes au niveau du soutien. Ensuite de ça, attendez, j'avance. Les revues d'art qui sont au deuxième étage sous nous, qui ont chacune leur kiosque. Je vous invite à aller feuilleter les magazines. Ce sont des mines d'informations, des mines aussi d'informations pour la recherche d'œuvres pour nous comme conservatrices, pour faire rentrer ces œuvres-là ensuite dans les collections. Exactement. Puis, il y a toutes sortes d'autres types de publications, des publications universitaires jusqu'aux fanzines pour justement présenter le travail des artistes. Les collectionneurs privés, on ne peut pas ne pas les nommer, qui sont des gens qui soutiennent énormément et qui peuvent aussi faire des dons dans les institutions muséales, mais même dans les collections publiques et privées. Merci Geneviève. Puis, on finit avec les mécènes. Oh, pardon, j'ai oublié les mécènes. C'est un autre genre de collectionneur. Tout à fait. Et voilà. Donc, ça, c'est rapidement l'écosystème. Naturellement, comme Florence Agathe le disait, c'est très touffu pour 5 minutes. Mais les collections d'entreprises puis certains mécènes, vous allez les retrouver dans la foire. Puis c'est le fun de venir le samedi, le dimanche, parce qu'on voit les autocollants apposés à côté des œuvres qui ont été achetées pendant les premiers jours de la foire par ces grandes collections-là. Donc, ça montre aussi justement la validation dont Geneviève parlait. Puis c'est le fun pour nous comme collectionneurs, comme public, de découvrir qu'est-ce qui attire l'œil de ces spécialistes-là, de ces experts-là dans le milieu de l'art. Et là, justement, j'aimerais me tourner vers l'artiste ici pour te demander qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça représente pour un artiste d'entrer dans une collection d'entreprises. Merci. En fait, ça va dépendre des artistes. Moi, ça va dépendre des artistes, mais moi, ça représente énormément parce que je suis attaché à l'histoire de l'art. Et donc, ça représente énormément d'entrer dans les collections parce que ça assure une existence, en fait, une pérennité, d'exister dans un écosystème. Et évidemment, ça assure d'abord, premièrement, de l'argent pour vivre, pour continuer à créer, mais ça vient aussi valider le travail parce que comme dans chaque écosystème, là on est dans l'écosystème de l'art ou de la culture, mais dans chaque écosystème dans lequel vous travaillez, vous avez besoin d'une validation en fait qui fait que vous existez en tant que personne dans le professionnel par rapport à votre travail. Mais c'est énorme en fait cette validation là en fait.
Donc ça vient aussi montrer à quel point les pairs, ou fait le milieu, l'écosystème, reconnaît l'apport qu'en tant qu'artiste, l'apport que tu emmènes dans cet imaginaire collectif. Parce qu'une société ne peut pas exister sans les artistes, au fait, sans la culture, sans les artistes. Donc, du coup, c'est aussi une reconnaissance de la société, de ton apport dans cet imaginaire-là, en fait. J'adore ce que tu dis parce que ça souligne aussi ce que c'est l'ADN d'une collection, ce que c'est le fondement d'une collection, hein. Qu'on soit un musée ou qu'une collection d'entreprise, le geste de collectionner, c'est de choisir une œuvre et de signer un peu un contrat avec cette œuvre-là, avec cet artiste-là, en disant « je vais en prendre soin » à perpétuité, hein. Je vais en prendre soin pour toutes les générations à venir et c'est ça que les musées font et par ce geste-là participent à l'écriture de l'histoire de l'art. On vient justement valider quelles sont les voix importantes en ce moment dans notre moment historique et comme ça, dans 100 ans, quand on regardera notre moment, bien, on verra ce portrait-là. Donc, effectivement, oui, il y a définitivement cette notion de temps, d'histoire, de pérennisation. Et toi, tu es dans vraiment plusieurs collections d'entreprises et collections muséales. Est-ce que avec le temps, ça change notre relation? Est-ce que ta première acquisition dans une collection d'entreprise versus une acquisition qui est peut-être arrivée cette année, est-ce qu'il y a une symbolique qui change à travers les années? Non, moi je dirais non. Je suis toujours comme un enfant quand j'ai une acquisition dans une collection parce que je suis toujours content. Mais aussi, ça vient aussi. Moi, ça n'a pas changé ma façon d'être content. Je suis toujours content. Donc, si vous voulez acquérir des œuvres aujourd'hui, je vais être très heureux. Mais c'est surtout, mais aussi, c'est que ça montre, une fois que je suis dans une entreprise et que cette entreprise ou cette institution revient à acquérir de nouveau, ça montre qu'elle est contente du travail, elle est contente du travail que je fais et puis elle me suit aussi et m'accompagne dans ma production en fait. Ouais. Donc c'est toujours un bonheur et puis et puis les collections sont différentes. Chaque entreprise, chaque personne, chaque institution collectionne selon les envies, selon les regards qu'ils ont. Donc Ouais. la première acquisition que j'ai eue au Musée de Beaux-Arts de Montréal, oui, j'étais très content, mais c'était une autre personne qui est Geneviève, qui avait acquise la photo, la question de la Ouais. photo. Mais la deuxième acquisition, c'était encore une autre personne avec une peinture, mais c'était pas le même regard, c'était Ouais. différent. Donc les choix ne sont pas les mêmes, mais à la fin Absolument. de la journée, ça revient à ce que je disais avant, de contribuer dans cette Ouais. mémoire collective, au fait. Donc en tout cas, moi, je suis toujours content Ouais. de savoir que je suis collectionné, que je suis dans une nouvelle institution et une nouvelle Ouais. collection, en fait. Oui, puis il y a un accès qui est différent aussi. Oui, Dans un musée, c'est ouvert à tout le monde et les gens choisissent d'aller au musée, alors que dans une entreprise, c'est des œuvres qui accompagnent les gens 8 heures par jour à leur bureau de travail, qui ont une relation privilégiée avec ces œuvres-là. oui, et c'est différent, c'est pas le même public parce que dans le Mhm. musée, les gens font le choix d'aller au musée. Oui. C'est-à-dire, je me lève, je m'habille, je vais voir des œuvres au musée. Et dans l'entreprise, les gens ne font pas le choix. C'est un peu, je pourrais me permettre de dire, on leur impose des œuvres, mais à la fin, c'est un public qui découvre en fait. Si moi je peux partager mon expérience, par exemple, avec les œuvres que j'ai eues à Hydro-Québec, quand Hydro-Québec a acquis mes dessins, dans ma communauté, parce que je suis d'origine congolaise, des gens que je ne connaissais pas, mais qui connaissaient d'autres personnes qui avaient déjà parlé de moi en disant ah, il y a un artiste, bon, ils s'en foutaient un peu. Mais le fait d'avoir eu un courriel qui leur disait voici les nouvelles acquisitions, ils étaient comme fiers de dire à ces gens-là ah, mais tu vois la personne dont tu m'avais parlé, oh, j'ai vu ses œuvres, j'en ai même parlé à mes collègues, j'ai expliqué. En fait, pour moi, c'est comme un gain différent. Ouais. Et ces gens, quand je les revois, ils ont un autre regard aussi sur moi de se dire ah, mais il est dans la collection de mon entreprise. Et pour eux, ils vont pas aller forcément au musée, mais ils sont comme fiers de répéter tout le temps ah, mais je vois tes œuvres quand je pars au bureau. Du coup, ça leur donne une ouverture d'aller voir les autres œuvres qui sont dans la collection. Quand ils passaient, ils ne regardaient pas parce que du coup, ils sont comme fiers de dire ah, mais je connais l'artiste Ouais. ici, il est dans ma communauté, mais du coup, ah, les autres artistes, c'est qui? Donc, c'est un public qui est totalement différent, mais donc c'est une autre façon de continuer au fait à acquérir des nouveaux publics. Absolument. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à une œuvre en particulier, Authentique 2.
Donc, Authentique 2, vous l'avez sûrement vu passer. Donc, c'est une œuvre où Morija s'auto-représente avec les deux pieds dans la neige, dans sa cour à Montréal. Et cette œuvre-là a été acquise dans différents endroits parce que c'est un multiple, mais on l'a acquis à la collection d'œuvres d'art de la ville de Laval, notamment suite à une participation de Morija Kitenge-Banza à Zoomar, qui était de l'affichage d'art contemporain dans des espaces publicitaires. Et les réactions des gens à ces œuvres étaient tellement fortes parce que justement, ils parlaient au niveau des contenus de l'hiver, de c'est quoi débarquer au Québec quand on n'a pas connu nécessairement l'hiver, et plus profondément de c'est quoi être authentique. On a eu des grandes discussions sur la notion d'authenticité, Morija et moi, autour de cette œuvre-là, mais les gens comprenaient en fait instinctivement, puis s'associaient beaucoup, peu importe l'origine en fait à ton travail. Ouais, mais c'était intéressant parce que cette œuvre-là, comme c'était affiché sur les panneaux publicitaires, ben, comme c'est une photo, un peu comme une photo, un portrait d'un politicien, souvent les gens prenaient des photos et partageaient en famille. Et hier, il y a quelqu'un qui me disait, ah mais moi j'ai découvert ton œuvre parce que j'étais allé dans une fête et quelqu'un l'avait dans son téléphone. Et j'ai dit, ah mais je le connais. Il dit, mais non, tu peux pas le connaître parce que, ben, parce que les gens souvent ont l'impression que l'artiste dans les collections, il n'est pas forcément vivant. Et donc là, ça aussi la question de dire, parce qu'on est habitué à dire, ah mais comme c'est un artiste qu'on voit quelque part, il n'est pas forcément... Mais sauf que, ben, moi je suis vivant encore, là, vous me voyez, là. Mais c'était vraiment... Zoomar, c'était aussi intéressant parce que c'était un dialogue, pas seulement avec les gens de ma communauté, mais avec les gens dans la ville, parce que je suis allé avec ma fille un samedi, on regardait l'œuvre, et puis il y a quelqu'un qui passait, ça je vous avais pas dit l'autre jour, et puis quelqu'un qui passait qui m'a dit, ah mais il vous ressemble. J'ai dit, ben c'est moi. Mais en fait, du coup, c'est comme, il dit non, en fait, elle pouvait pas imaginer que ça pouvait être moi, parce que comme je suis dans l'espace public, finalement, je suis sur une autre strate, donc elle peut dire non, ça peut pas être lui. Mais bref, juste à titre indicatif, l'œuvre était reproduite, c'est à peu près 10 mètres de haut par 5 mètres de large. Oui, donc et donc c'est comme une discussion différente. Mais pour moi, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, quand on part dans un musée, dans une galerie, dans un centre d'art, on a fait le choix de partir, au fait. Tandis que là, on a accès à l'art sans le savoir. Peut-être qu'on va passer le premier jour sans jeter un regard, le deuxième, le troisième, on va vouloir regarder. Donc on a le temps de revenir regarder. Parce que c'est dans le quotidien et ça emmène beaucoup de questions, ça donne beaucoup de possibilités, ça donne beaucoup d'ouverture au fait de pouvoir créer. Parce que moi, je suis intéressé par la relation de l'œuvre avec le public. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc ça emmène cette ouverture, comme je dis, d'avoir des nouveaux publics qui forcément ne vont pas s'intéresser à l'art dit contemporain, mais là, qui vont avoir un accès différent en fait. En tout cas, nous, on a décidé de la garder pour la division art et patrimoine. Donc, elle est à l'accueil chez nous. Donc, on la partage avec personne. Là, j'ai envie qu'on plonge dans le pratico-pratique pour un peu démystifier comment ça se passe, construire une collection d'entreprise. Donc, vraiment, les modèles de collectionnement, les tactiques de collectionnement, le travail de sélection de ces œuvres-là, c'est un travail sensible de sélection d'œuvres, toute l'expertise qui est requise aussi pour ce travail-là. Donc, Geneviève, est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la ville de Laval, là, quand tu arrive la journée 1 de ton année, tu as ton budget d'acquisition, comment est-ce que tu abordes le travail de sélection, puis comment est-ce qu'une œuvre passe d'un mur de galerie ou du mur d'un atelier d'artiste à le mur du département du patrimoine à la ville de Laval? Bien, premièrement, nous, on fait un appel annuel, donc aux galeries et aux artistes, puis on a vraiment une idée en tête. En fait, j'ai une idée en tête. Donc, pour le développement de la collection, ce qu'il faut comprendre, c'est que les citoyens vont souvent avoir leur premier accès à l'art contemporain à travers la collection de la ville. Donc, on ne peut pas se permettre d'offrir des œuvres qui ressemblent toutes trop à un seul type d'œuvre d'art. Donc, on doit avoir vraiment une diversité de pratiques absolument qui leur est proposée. Donc, il faut aussi que ce soit des œuvres, en fait, qui vont donner le goût aux gens de s'intéresser à l'art actuel. Plus précisément, des fois, j'ai l'impression que je fais du prosélytisme, donc je veux convertir à l'art contemporain. Ça a l'air grand, mais c'est ça. Donc, quelle
belles œuvres ont cette capacité-là d'amener les gens à dire « Ah, finalement, moi, j'aime ça, l'art contemporain. L'année prochaine, je viens à Plural. » C'est quoi les critères de sélection? C'est ben, premièrement, on fait un appel, les gens nous envoient des œuvres. Je peux accompagner les artistes ou les galeristes à faire une présélection. Et puis, ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est que les œuvres qui vont être choisies par le jury doivent absolument être diversifiées. Mais quand on dit diversifié, c'est diversifié à toute catégorie. Donc, homme-femme, médium. Quelqu'un, par exemple, qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la photo ne pourra pas acheter que de la photo. Donc, on a vraiment une diversité géographique, diversité de type, de contenu. On a aussi une diversité de galeries. Donc, on ne peut pas non plus décider telle galerie, c'est la bonne galerie cette année, on achète toutes là. Non, non, non. On veut vraiment avoir un bouquet le plus diversifié possible. Naturellement, des artistes aussi issus des catégories ethnoculturelles différentes, des locuteurs aussi de langue française, anglaise, etc. Et oui, des artistes de Laval aussi, mais ce n'est pas que des artistes de Laval et surtout pas que des artistes de la région métropolitaine. Je sais que Moridja, pour toi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu veux nous en parler? Non, je suis un peu chauvin. Mais mais c'est parce que je pars du principe que quand Geneviève parle de l'écosystème, comme je suis maintenant au comité d'acquisition du MAC, pour moi, l'écosystème, c'est aussi que ben, vous participez à l'écosystème de ces acquisitions-là, au fait. Ben, pour les institutions publiques, souvent les gens vont dire, mais oui, mais je ne veux pas mettre mes taxes pour acheter ça. Mais moi, je vous dis, si, vous devez mettre vos taxes pour acheter ça. Parce que ça fait partie tout justement de notre patrimoine commun. Et le patrimoine commun, oui, ça doit être les artistes d'ici, d'ailleurs aussi, mais pas que d'ailleurs. Parce que ce que ça vient faire, oui, on est content d'être artiste, d'être acquis, mais à la fin de la journée, c'est aussi une façon pour nous d'exister par rapport à notre travail, au fait. Là, je rejoins mon chapeau du Rave, mon ancien chapeau du Rave, où justement l'artiste, c'est pas comme on le voyait en 1200, en 1345, où l'artiste va dans la prairie, il peint et puis il est heureux. Non. L'artiste doit vivre, il doit manger, il doit payer un loyer, il doit payer son transport, payer les études et ainsi de suite. Donc il y a aussi ça qui est important, mais l'artiste doit se professionnaliser en fait. Comme vous, quand vous allez dans vos différents domaines, vous avez de la formation continue. Donc l'artiste doit se professionnaliser. Cette formation continue, elle n'est pas offerte gratuitement. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et c'est comme ça que pour moi, c'est important de soutenir des artistes d'ici d'abord parce que c'est important et aussi après on peut aller ailleurs. C'est comme ça que j'insiste souvent en disant c'est important qu'on soutienne les artistes d'ici parce que ça montre aussi la fierté qu'on a à être content de cette production, de cette proposition artistique qui existe sur notre territoire en fait. Puis est-ce que tu veux préciser le d'ici? Parce que ça, on a eu beaucoup de discussions par rapport au territoire. Ben, le d'ici, d'abord Montréal parce que je suis de Montréal. Après, on va avec Laval et les autres, et puis les autres régions et le Québec, parce que pour le MAC, le MAC est un musée national. Oui, c'est musée d'art contemporain de Montréal, mais c'est un musée d'État qui est un musée national. Donc c'est aussi important qu'on puisse avoir des artistes, comme je dis, du fin fond, fin fond, fin fond, fin fond du Québec, parce que tout justement, on a un public qui découvre aussi qu'est-ce que l'ailleurs de Montréal, pas l'ailleurs à l'international, mais l'ailleurs de Montréal produit, et quels sont les liens, au fait, parce que le territoire, on a beau tous vivre au Québec, mais chaque territoire a sa spécificité, au fait. Chaque territoire a ses histoires, parce qu'on n'a pas qu'une seule histoire, a ses histoires, et les artistes, c'est aussi le reflet de ces histoires-là, au fait. Donc, en tant que musée national, on a ce devoir-là de pouvoir tout justement être représentatif. Et juste pour faire de la pub du MAC, il faut savoir que le MAC, au Canada, c'est le seul musée qui a la mission contemporaine. Et donc, c'est le seul musée qui a le plus d'œuvres contemporaines qui existent au Québec. On a une collection de plus de 8000 œuvres. Donc, c'est votre collection. Et donc, c'est une collection qui est très riche et qui est aussi très diversifiée. Et c'est pour ça que c'est important qu'une institution comme le MAC, dans ses choix, pour moi en tout cas, soutienne d'abord les artistes d'ici. Ben, c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle va continuer à faire. Et c'est pour ça que pour moi, j'insiste souvent, le d'ici, c'est le d'ici de Montréal à partout dans le Québec. Et puis pour la collection de la ville de Laval, qui est une collection en construction, le jury a
en simultané de sa sélection l'information sur les éléments qui sont manquants dans la sélection. Donc, ça permet de s'assurer qu'à la fin, le choix est le plus diversifié possible. Et ce qu'il faut quand même souligner qui est important, c'est que dans certaines municipalités, le choix est fait d'acheter que des œuvres d'artistes de leur localité. C'est pas du tout le cas de la collection d'œuvres d'art de la ville de Laval où il y a justement ce souhait d'avoir de la diversité donc d'artistes et ça n'empêche pas d'avoir des artistes vraiment importants qui sont de Laval. Je vais vous en nommer quelques-uns, ça risque de vous surprendre. Donc, Patrick Coutu, par exemple, est de Laval, Robert Racine est de Laval, donc Louise Robert, qu'on connaît mieux, mais aussi Gilles Mialcine. Donc, on a vraiment des artistes importants, en fait, qui sont passés, dont Alfred Pellan, naturellement, qu'on connaît très bien. Donc, ça n'empêche pas d'avoir ces grands artistes-là dans la collection, mais d'avoir aussi des artistes d'un peu partout. Ce que tu nommes aussi, la question des angles morts, finalement, de savoir au fur et à mesure, quand tu dis quand on fait le comité de sélection, on sait qu'est-ce qu'on cherche, on sait qu'est-ce qu'on veut venir combler. C'est un élément qui est très important parce que une des choses qu'on doit nommer, c'est que faire des choix d'acquisition pour n'importe quelle collection, il y a une charge subjective. Hein. On est des humains, on a chacune nos propres billets, et ce travail subjectif-là doit être reconnu, premièrement, savoir qu'on a des limites. C'est pour ça aussi qu'on s'entoure souvent de comités d'acquisition pour être capable de mitiger au maximum ces billets-là, mais de effectivement avoir un regard critique en tout temps sur notre collection pour être capable d'identifier justement comment on a collectionné au fil des décennies et aujourd'hui, en 2026, comment est-ce qu'on veut collectionner et comment est-ce qu'on doit collectionner de manière responsable et inclusive. C'est un travail qui est hyper important. J'en profite pour aussi mentionner le fait que fonctionner par rappel de dossier, c'est pas nécessairement un mode de collectionnement qui est très répandu dans les collections d'entreprises ou les collections publiques, municipales et compagnie. La majeure partie des collections d'entreprises fonctionnent par comité d'acquisition comme dans un musée. Hein. Donc, les conservateurs, les conservatrices vont faire une sélection d'œuvres et vont les soumettre à leur comité d'acquisition à date fixe et ensuite les gens votent. Parfois, c'est à l'unanimité, parfois c'est à majorité, bon, selon les comités. Donc, il y a une multitude de types de comités et de modèles de sélection. Par exemple, moi, en plus petite entreprise, souvent, c'est pas des comités qui sont à date fixe. J'ai des comités artistiques qui vont venir approuver mes suggestions d'acquisition, mais c'est fait de manière beaucoup plus organique et fluide dans l'année, selon les budgets disponibles, selon les priorités aussi d'acquisition. Florence, oui. Si je peux me permettre, je pense qu'ils t'accompagnent aussi. Il y a dans les galeries, oui, tu veux dire? Ça. Est-ce que tu veux en parler parce que c'est quand même particulier? Ben oui. Si on pense à des comités d'acquisition de musées ou à des grandes collections d'entreprises, par exemple Hydro-Québec ou la Caisse, souvent ces comités-là vont faire venir les œuvres à eux et elles. Donc je vais féminiser. La conservatrice va avoir un budget alloué à son comité d'acquisition. Elle va faire une sélection d'œuvres qui généralement entrent dans ce comité-là, donc 4-5 choix d'œuvres pour son comité. Elle fait venir les œuvres physiquement sur le lieu de sélection, que ce soit au musée ou par exemple à la Caisse de dépôt. Et là, le comité d'acquisition qui est constitué généralement de membres internes de l'entreprise, donc ça va être par exemple les hauts dirigeantes de cette entreprise-là, parfois 1 ou 2 membres externes qui vont venir aussi contrebalancer l'expertise de la conservatrice. Et ces gens-là donc vont pouvoir voir l'œuvre en vrai, entendre le pitch de la conservatrice pour justifier pourquoi cette œuvre-là précisément doit entrer dans cette collection-là précise. Et ensuite, il y a un vote et une décision à savoir pour l'œuvre. Et dans mon cas, dans les plus petites entreprises, souvent, je vais plutôt me déplacer avec mon comité pour aller en galerie, pour voir les œuvres, ou par exemple, faire des comités directement à la foire, comme j'en ai eu 2 ce week-end, où les membres du comité d'acquisition viennent avec moi, on vient voir les œuvres en vrai ensemble et on en discute en live et on prend la décision ensemble
ensemble. Donc, il y a une multitude de modèles. Et là, je vois le temps filer, mais là, Je vais juste mentionner que pour la collection d'œuvres d'art de la Ville de Laval, ce sont que des spécialistes en art contemporain, spécialisés du marché, qui sont présents. Donc, il n'y a pas nécessairement de personnes qui ne connaissent pas l'art contemporain. Puis c'est des gens qui ont aussi un intérêt pour les publics. Donc, juste pour ajouter à la diversité des comités. Oui, absolument. Puis j'embarquerai aussi pour faire le lien avec les musées. On est tous les deux sur des comités d'acquisition muséaux, où les comités muséaux sont aussi différents au sens où la composition des comités d'acquisition en musée est souvent plus diversifiée, au sens où il y a des gens qui sont non spécialisés en art et il y a plusieurs personnes aussi qui sont spécialisées en art. Donc, c'est comme une discussion aussi entre les deux milieux. Je me trompe pas oui, quand je non, dis c'est ça. vrai, parce qu'au MAC, c'est la même chose aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont non spécialisés, mais c'est intéressant parce que pour moi, les gens qui sont non spécialisés, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui verrait l'art, au fait, qui viendrait avec ses connaissances. Et c'est ce qui est intéressant, Oui. en fait, on n'a pas besoin d'être spécialisé en art pour comprendre ou pour aimer, en fait. Oui, et si Mais c'est une bonne œuvre, elle doit aussi si c'est une pouvoir bonne se œuvre, défendre. tout le monde l'aime, en fait. Si c'est une bonne œuvre, elle est bonne, tout le monde aime. Absolument. Et là, j'enchaîne sur notre dernier bloc thématique. Je voulais parler des lieux physiques, hein, parce que tout à l'heure, on disait la caractéristique principale des collections d'entreprise, c'est qu'elles ne se passent pas dans le musée, elles ne se passent pas dans une galerie avec des beaux murs blancs, un éclairage parfait, toutes les conditions réunies pour avoir une expérience de contemplation idéale. Vous voyez défiler des images à l'écran, vous voyez les œuvres installées au-dessus des meubles où il y a du purel, des mouchoirs, une carafe d'eau. On n'est pas au musée, là, on s'entend, les gens vivent avec ces œuvres-là. Donc, Geneviève, toi, à la Ville de Laval, comment ça se passe? Est-ce que quand tu acquiers des œuvres, tu as en tête ces lieux-là, la vie de ces œuvres-là dans ces lieux? Je sais que moi, ça me fascine, mais parmi tes lieux d'accrochage, tu as le centre aquatique de la Ville de Laval. Qu'est-ce qui se passe au centre aquatique? On accroche quoi comme œuvre? Bien, en fait, le premier accrochage, c'est un accrochage aquatique, justement. J'adore. C'est un accrochage, donc toutes les œuvres ou presque ont le thème de l'aquatique, mais c'est des œuvres qui ont été vues à toutes sortes d'endroits. Entre autres, il y a une œuvre que vous avez peut-être vue tout à l'heure de Marie-Danielle Duval, qui est une baigneuse que j'ai vue, moi, à Caravane-Sérail. Le jury est tombé en amour avec cette pièce-là. J'avais demandé au galeriste de la cacher, parce que Moridja avait fait une exposition de Marie-Danielle. J'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas mis? Elle voulait juste mettre les non, Elle ne voulait pas mettre les anciennes œuvres, elle voulait mettre les nouvelles. Donc, nous, on l'a acquis, on l'a caché. Merci aux galeristes. Donc, ici, on a Marie-Ève Fréchette. C'est une œuvre assez ludique qui a l'air d'être justement un casse de bain avec un tuyau avec des couleurs aquatiques. Et cette œuvre-là, on l'a mis justement à l'accueil. Donc, ça devient aussi une œuvre signalétique. On sait que les gens pour nous accueillir sont là. On a une œuvre magnifique de Luce Meunier, en fait, plusieurs œuvres, Harry Bayo-Hadji, des œuvres vraiment fortes et qui traitent de l'aquatique, donc Rebecca Muntz, Alain Lefort, etc. Donc, c'est vraiment des œuvres de grande qualité. On les a pas mis, inquiétez-vous pas, à côté de la piscine, dans la piscine. On les a mis vraiment dans un corridor attenant, mais ça permet aux gens, justement, qui, des fois, n'ont rien à faire parce qu'ils attendent des compétitions, ils attendent leurs enfants, ils peuvent aller visiter et découvrir de l'art actuel. Oui, il y a des œuvres d'art public magnifiques au complexe aquatique de Laval, mais il y a aussi de très belles œuvres qu'on peut voir de la collection, oui. C'est super intéressant parce que je trouve que ça met l'emphase sur le fait que si je suis dans une posture où j'acquiers pour mon salon, pour le Musée des Beaux-Arts ou pour un cabinet d'avocats, on n'acquiert pas de la même façon, n'est-ce pas? Les œuvres ont une vie spécifique à ces lieux-là. Bien sûr, on cherche toujours la meilleure œuvre de cet artiste-là pour ce contexte-là, mais le contexte informe beaucoup les choix aussi. Puis en collection, au travail, vous pouvez imaginer aussi qu'on a certains critères en tête à respecter au sens où tous les sujets ne peuvent pas être adaptés à un lieu de travail. Hein. On pense à, par exemple, des œuvres qui peuvent être plus violentes ou avec du caractère sexuel ou certains caractères religieux même, où il y a certaines limites avec lesquelles on peut travailler. Il y a 2 semaines, j'avais une discussion avec des adjointes administratives qui me disaient « Quand je suis en Zoom, l'œuvre derrière moi, c'est vraiment weird le background que ça fait. » Tu sais, c'est ce genre de considérations-là, puis qui sont très importantes à prendre en considération.
Moi, on a acquis une œuvre de Natasha Niederstrass où elle est complètement habillée en noir puis elle tient des mains blanches. Et elle est placée à un endroit où, quand notre directeur général, Benoît Colette, fait des annonces ou parle à la ville, bien, c'est l'œuvre qu'on voit derrière lui. Donc, on voit un background noir avec deux mains, c'est assez particulier, mais c'est une œuvre qui parle justement des femmes de magiciens du début du siècle là, qui devaient justement disparaître. Mais en fait, ça parle des gens qui n'ont pas de voix, des gens, des travailleurs invisibles. Donc, nous, ça parle aussi du citoyen qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc, c'est une œuvre très, très forte. Je ne suis pas malheureuse qu'elle soit derrière notre directeur général quand il fait des annonces à la ville. Et c'est une œuvre très féministe aussi. La ville est quand même dans ses positions aussi très en soutien aux femmes, etc. Donc, nous, on peut aller très loin, tu vois, par rapport à ce type de sujet-là, des sujets aussi écologistes. Puis je sais que dans d'autres cas, ben, c'est pas ces sujets-là, c'est des sujets plus tabous. Voilà. Ce que ça pointe aussi, c'est que la puissance de l'art dans les environnements de travail, ça nous amène aussi à influencer l'environnement directement. On sait, toutes les recherches sur l'art-thérapie le montrent. L'art nous amène un certain sentiment de bien-être, peut créer des environnements qui sont justement plus agréables, mais aussi l'art en milieu de travail peut stimuler la créativité et peut surtout engager la conversation. Ça va souvent devenir un petit point de départ pour parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que cette œuvre-là nous évoque, ou nous amener à parler de sujets justement plus engagés ou plus politiques. On n'aurait peut-être pas eu cette conversation-là dans le couloir au travail, mais que finalement l'œuvre devienne point de départ. Marie-Jo, tu as l'air enflammée sur ce sujet. Est-ce que tu veux Non, même des sujets de couple, croyez-moi. C'est que tu dis, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vécu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est que l'œuvre d'art, je trouve, c'est comme un point d'ancrage neutre. Elle n'est pas neutre. Il n'y a aucune œuvre qui est neutre. Si quelqu'un vous dit qu'une œuvre est neutre, il vous a menti. Mais ça devient neutre pour ancrer des discussions qui sont très difficiles. Parce que quand je travaillais au Musée des Beaux-Arts de Montréal, je menais des séries qui s'appelaient des conversations. Et c'était vraiment des conversations hyper difficiles. Mais l'idée, c'était toujours de trouver une œuvre dans la collection qui permettait d'avoir un sujet de société difficile. Donc, du coup, il n'y a personne qui se battait, au fait, parce que tout le sujet, qui soit vraiment très ancré, difficile, devait partir de l'œuvre, au fait. Donc, ça venait comme apaiser un peu la discussion, et c'était toujours le va-et-vient entre le sujet difficile et qu'est-ce qui est dans l'œuvre, et du coup dans l'œuvre, qu'est-ce qu'on a vu mais qui revenait dans la société. Et c'est comme ça que j'étais en train de dire que oui, parce que j'ai fait un projet avec des couples, parce qu'on faisait avec des structures qui travaillaient avec des communautés racisées, et on a parlé des sujets difficiles devant une œuvre, mais vraiment en faisant toujours référence à l'œuvre entre les différents couples qui étaient là, au fait. Et donc c'était des sujets personnels, privés, mais il n'y a personne qui était énervé. Je ne sais pas s'ils se sont énervés à la maison, mais là, sur place, c'était vraiment intéressant de voir comment même d'autres personnes venaient intervenir pour dire oui, non, on le vit différemment, on le vit comme ça, mais on partait que de l'œuvre, en fait. Si je peux me permettre un commentaire, il y a une œuvre qu'on a présentée qui va complètement dans la même veine. C'est une œuvre de Annie Baillargeon. C'est une œuvre qui parle de la charge mentale quotidienne des parents d'être femme. Et on a eu une conversation avec des gens à la bibliothèque. On a rencontré Annie Baillargeon devant son œuvre. D'ailleurs, il y a une photo. Et il y avait des couples qui étaient là, justement, puis ça permettait de parler de ces éléments-là. Puis l'œuvre était l'ancrage, exactement ce que tu décris. En fait, il faut voir l'œuvre comme un psy gratuit. Donc vous vous mettez devant l'œuvre, vous parlez de l'œuvre et vous insérez petit à petit votre sujet personnel, mais en faisant toujours un lien avec l'œuvre. Donc vous avez plein de musées ici, plein de collections privées. Donc si vous essayez ça une fois, vous allez voir que ça marche. On a plein de thérapies gratuites à proximité, là. J'adore.
puis des fois aussi, ça crée vraiment beaucoup de sentiments d'appartenance. Il y a Christelle Pereira qui a fait une œuvre où on voit à vol d'oiseau un quartier de Laval, et c'est une œuvre qu'on a acquis dans la collection d'œuvres d'art de la ville de Laval, et elle est présentée dans une bibliothèque de ce quartier-là. Donc, les gens revoient ou font des associations, et puis c'est valorisé, donc ils se sentent valorisés. On a eu la même réaction avec une œuvre de Anaïta Nourouzi qui représente différents éléments de la culture du nord de l'Afrique, et les gens voient l'œuvre, identifient, se reconnaissent, et c'est toujours beau à voir. Puis si je le ramène du point de vue de l'entreprise, je pense qu'il faut voir aussi les collections d'entreprises comme un potentiel pour ces compagnies-là, ces firmes-là, d'exprimer aussi certaines valeurs, puis un certain engagement aussi, parce que les collections d'entreprises sont aussi une façon de soutenir l'écosystème dont on parlait. Il faut réaliser que certains budgets d'acquisition en entreprise, en grande entreprise, sont similaires à certains budgets d'acquisition de musées, hein. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que ces collections-là ont sur justement la vie des artistes, la vie des galeries, sur tout l'écosystème, tous les travailleurs, travailleuses culturelles qui en découlent. Et donc, la collection devient une espèce de vecteur pour la marque de l'entreprise, pour sa voix, pour la marque employeur aussi. C'est une façon de dynamiser justement les conversations à l'interne, d'exprimer certaines valeurs et de participer à l'écriture de l'histoire de l'art, à la patrimonialisation des œuvres aussi de notre histoire de l'art ici. Donc, il y a tous ces potentiels-là aussi des collections d'entreprises qu'il faut voir et reconnaître. Et je trouve que vous avez très bien permis de les célébrer, de les voir sous un autre angle. Merci beaucoup pour vos partages. Et maintenant, je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, on a Emiko avec nous qui va circuler avec un micro. Nous sommes là s'il y a des choses obscures sur les collections d'entreprises que vous avez toujours rêvé savoir. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Il y a madame au fond, oui? Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, j'ai un ami qui a hérité d'une collection. Il ne comprend pas pourquoi cette personne voulait absolument tous les cravates des années 40 et le verre du Murano. Mais il a fait sa sélection, il a travaillé fort dans sa vie pour accumuler les meilleurs choix. Et maintenant, il fait l'effort pendant des années de trouver la bonne place pour ses œuvres. Avez-vous des conseils pour qu'une œuvre d'une collection privée, à part l'envoyer à une maison d'enchères, puisse trouver la bonne place future qu'elle occupera? Il y a plusieurs possibilités. Donc, sur cette question de comment, lorsqu'on est soi-même un collectionneur privé, comment est-ce qu'on peut faire traverser de notre maison à certaines institutions nos œuvres. C'est possible de le faire via des musées, hein, quand on a des œuvres qui justement sont d'artistes qui ont une grande carrière institutionnelle ou des œuvres qui ont une grande valeur. On peut se tourner vers les musées et offrir des œuvres en don au musée. Mais on peut aussi le faire avec des plus petites structures comme des fondations d'hôpitaux, par exemple, ou des fondations comme les Impatients qui travaillent pour la santé mentale. Il y a plusieurs fondations à Montréal qui acceptent des dons d'œuvres parce que soit ils ont eux-mêmes des collections à l'interne, par exemple des hôpitaux qui vont afficher littéralement ces œuvres-là dans les hôpitaux au lieu que ça soit des vieux posters de Van Gogh, genre, qui vont vraiment mettre les œuvres dans les espaces. Donc, c'est génial. On parlait d'art-thérapie tantôt. Et les Impatients, par exemple, c'est une structure où comme moyen de lever de fonds pour l'organisme, pour financer leurs activités, organisent plusieurs fois par année des encans d'œuvres d'art, mais à partir d'œuvres qui leur ont été données par des collectionneurs, justement. Donc, ça peut être une façon. Puis, c'est des mécanismes qui, pour les collectionneurs privés, leur permettent de recevoir un reçu d'impôt, souvent à la valeur de l'œuvre sur le marché actuel. Donc, ça peut être une façon de donner une nouvelle vie à ces œuvres-là. Si je peux me permettre plus spécifiquement, là, il y a des musées qui s'intéressent à la mode, donc pour les cravates, donc McCord par exemple.
Puis il y a des musées qui collectionnent spécifiquement les arts décoratifs. Donc, à ce moment-là, c'est des institutions qu'on peut inviter à venir voir, finalement, ce qui a été collectionné. Puis, idéalement, ces gens-là vont choisir. C'est rare qu'ils vont prendre en lot parce que ça devient beaucoup trop lourd. Donc, à ce moment-là, ben, les pièces les plus importantes vont être sélectionnées, s'il y en a. Sinon, il y a toutes les options, là, justement, là, de dissémination. Puis, des fois, on oublie, les régions aussi ont des musées avec, des fois, des besoins spécifiques. Et puis, ben, ça peut, justement, ma fille, ce matin, écoutait Infoman et on voyait les collections du musée de la civilisation. Et ça va vraiment, peut-être qu'ils seraient intéressés par les cravates, je ne sais pas. Mais c'est très, très pluriel, en fait, certaines collections de musées. Donc, ça vaut la peine d'aller sur le répertoire de la Société des musées du Québec pour voir quel musée pourrait être intéressé par nos collections. Moi, tous les jours, je prends régulièrement le métro, puis des collections d'art, il y en a pas mal dans le monde de l'éducation, comme les universités, comme l'Université de Sherbrooke, à Longueuil. Il y a même aussi les restaurants McDonald's, le Subway qui en a des collections d'art. Ils ont quand même des artistes qui travaillent pour eux autres. Mais les entreprises sont encouragées à ramasser des œuvres d'art parce que ça leur donne des crédits d'impôt. Oui, effectivement. Il y a plusieurs avantages fiscaux au Québec qui ont été mis en place pour favoriser justement le collectionnement en entreprise, pour stimuler notre marché de l'art local. Au Québec, les entreprises qui collectionnent bénéficient d'avantages fiscaux qui, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est un amortissement sur l'achat de l'œuvre qui est annuel de 33,3 % du coût de l'acquisition sur une base résiduelle. Donc, effectivement, les entreprises qui collectionnent ont accès à ça s'ils collectionnent des œuvres d'art québécoises, canadiennes, qui sont installées dans des espaces qui ont une vocation publique. Donc, si par exemple, vous avez des clients qui viennent à votre bureau, ça qualifie. Puis ce que vous nommez par rapport au métro, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, dans toute la question de l'art dans les espaces publics, on est vraiment choyé au Québec parce qu'il y a plusieurs programmes d'art public et même d'entreprises comme la Caisse qui a participé au grand chantier du REM pour créer des nouvelles œuvres intégrées aux stations. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle immense murale de Manuel Mathieu. Il y a Michel Buis aussi, la jeune photographe, qui a fait une immense installation photo. Donc oui, c'est des legs, hein? C'est des legs pour les citoyens, les citoyennes. Je veux dire, tout près d'ici, on a la station de métro où il y a l'immense vitrail de Marcel Ferron. Ça devient des œuvres qui marquent notre territoire et qui deviennent des repères dans la ville pour tout le monde et des sources de grande fierté. Donc oui, c'est des œuvres qui ont une grande importance symbolique, ces œuvres-là, dans la ville, oui. Chaque station de métro devient un mini-musée. J'adore cette interprétation. Oui, je suis d'accord. Dans les projets immobiliers, oui, s'il y a du financement public qui est accordé aux projets immobiliers, il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi, bien là, elle a un très grand nom, mais dans le milieu des arts, on l'a raccourci, on l'appelle la loi du 1 %. Et donc, 1 % du budget doit être consacré à commander une œuvre d'art à un artiste vivant, une œuvre d'art qui va donc être intégrée à l'architecture, au projet architectural. Puis ça, c'est génial parce que ça participe à justement créer un parc d'œuvres qui est disponible pour tout le monde à travers les villes, à travers les grands projets architecturaux. On peut penser aux hôpitaux, par exemple, sur ce point-là. Oh wow, je ne savais pas ça. Donc maintenant que certains arrondissements demandent à des promoteurs privés de participer à ce genre d'action-là.
c'est pas 1%, mais c'est un effort concret. Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, on refait la loupe avec l'art-thérapie d'une certaine façon, au sens où on revient aussi à la puissance de l'art intégré dans le quotidien des gens, finalement, quand sur ta route vers la maison ou le travail, tu croises ces œuvres-là qui deviennent justement des points de repère dans la ville, des points où on s'identifie, on les aime d'amour, ces œuvres-là, souvent. Donc oui, merci de compléter. Est-ce qu'il y a de la place pour les œuvres numériques dans les collections, par exemple, qui défilent sur des écrans comme ça ou dans les salles d'attente, des choses comme ça? Est-ce que vous avez déjà fait l'acquisition d'œuvres numériques? En fait, en art public, oui. Souvent, il y a des moyens qui sont dévoués pour des projets temporaires. Ça, il y en a beaucoup. Pour du permanent, c'est un petit peu plus exigeant parce que, vous le savez, là, il y a une espèce d'obsolescence technologique ponctuelle. Donc, ça demande quand même beaucoup de soins. Mettons que je dirais ça comme ça. Mais il y en a. Mais ça reste quand même à développer. Mettons que je dirais ça comme ça, là. Le défi aussi, c'est que quand on est en présence d'une collection où il n'y a pas de conservatrice qui travaille à temps plein dans la collection, la question du soin, puis justement de la pérennité de cette œuvre-là est quand même un enjeu, au sens où tout ce qui est numérique a une certaine obsolescence programmée et donc on doit être capable de pouvoir faire migrer ces œuvres-là, que ça soit d'une clé USB à un autre type de clé ou d'un écran qu'on va devoir éventuellement changer. Donc, moi, comme consultante en conservation de collection d'entreprise, quand je suis externe dans cette entreprise-là, je trouve ça toujours un petit peu délicat de faire entrer des œuvres qui vont avoir besoin d'une attention dans le temps si je ne sais pas c'est qui va être là dans 10 ans. Donc, souvent, dans ces cas-là, quand les collections aimeraient avoir de l'art numérique, parce que ça fait partie des besoins qui sont nommés ou des envies qui sont nommées souvent dans ces contextes-là, je fonctionne plutôt sous la forme de location d'œuvres d'art. Donc, je fais comme littéralement des locations auprès des artistes ou auprès des galeries. Donc, on s'entend sur un terme, un pourcentage de la valeur de l'œuvre pour un nombre de mois prévu. On signe un contrat et donc, moi, je peux installer cette œuvre-là sur, par exemple, les télés prévues à cet effet-là dans la collection, mais je sais qu'elle retournera à son propriétaire éventuellement. Si je peux compléter par rapport à un exemple, à la Ville de Laval, il y a une acquisition qui a été faite, mais du côté de l'art public, pas de la collection d'œuvres d'art de la Ville de Laval. Pas Nelly Evrajotte, aide-moi. Sabrina Raté, je mélange tout le temps les deux, je ne sais pas pourquoi, je les aime beaucoup toutes les deux. Donc, Sabrina Raté a réalisé une œuvre pour une projection numérique sur une surface à la Ville de Laval. L'œuvre a été acquise, donc c'est un multiple. Donc, cette œuvre-là peut être représentée éventuellement. Donc, il y a eu une entente avec l'artiste pour qu'elle conserve aussi le fichier puis que ça puisse être éventuellement présenté. Mais ça reste quand même une œuvre sur toutes les acquisitions, ça reste rare, mais c'est fait tout de même. Mais ça te prend un soin puis une approche complètement différente que des acquisitions pour la collection d'œuvres d'art ou même les acquisitions d'art public à la ville. Là. C'est vraiment des projets spéciaux, mais ça arrive. Voilà. Bonjour. Question sur le processus d'acquisition. Est-ce que vous passez toujours par les galeries d'art qui représentent des artistes? Si oui, est-ce que ça veut dire que les artistes qui ne sont pas représentés dans les galeries ne sont pas accessibles dans des collections privées, que ce soit entreprises privées, municipalités et autres? Ça dépend, en fait. Je pense qu'on va chacun avoir une réponse différente. C'est une excellente question. Ça dépend des orientations des collections d'entreprise, j'ai envie de dire, au sens où certaines collections... vous savez, les orientations d'une collection sont définies par ce qu'on appelle une politique d'acquisition, qui regroupe en gros les priorités et les lignes éditoriales, si vous voulez. T'sais. Donc, ça peut être artistes québécois, canadiens seulement, artistes professionnels qui sont reconnus par leurs pairs, qui sont collectionnés par les grandes institutions. Et certains endroits vont avoir, par exemple, la contrainte d'avoir des artistes qui sont déjà établis ou dont la valeur peut être prouvée et
je sais pas comment dire, est comme confirmée par le milieu des arts. Donc ça, souvent, ça bloque un petit peu pour les artistes plus jeunes, par exemple. Et certaines collections d'entreprises vont même avoir des limitations au niveau des médiums. Hein. Ils vont, par exemple, se concentrer sur des œuvres sur papier ou sur certains types de sujets. C'est plus rare, mais ça arrive. Donc ça aussi, ça peut être des facteurs qui sont limitants. Pour plusieurs collections d'entreprises, par contre, on voit qu'il y a une volonté de créer une espèce d'éventail de profils qui sont collectionnés. Hein. C'est intéressant parce qu'on vient apporter une diversité au niveau des générations qu'on collectionne et du niveau de carrière et du niveau de à quel point ces carrières-là sont établies dans le milieu. Puis d'une certaine façon, ça vient aussi mitiger nos risques au sens où on va à la fois collectionner des artistes dont la valeur est établie. Là, je parle très en termes marché, là, mais bon, on se comprend, là. Mais où la valeur va être établie et ça nous permet aussi d'aller vers des artistes qui sont plus émergents, dont la valeur est encore en train de se construire, qu'on ne sait pas exactement ça va être quoi dans 10 ans, mais on prend le risque et on fait le choix surtout de soutenir cette pratique-là à ce moment-là pour lui permettre aussi de bâtir sa carrière, de se professionnaliser. Et certaines collections vont même aller dans des artistes très établis, parfois des artistes qui sont décédés, qui ont été consacrés par l'histoire de l'art, qui vont même aller en second marché, donc ils vont collectionner par exemple via des successions ou des maisons d'enchères. Ça dépend vraiment. Dans mon cas, je collectionne les collections que j'accompagne présentement collectionnent principalement des galeries qui sont, on pourrait qualifier en mi-carrière, donc qui ont une valeur qui a été déjà établie par les institutions et par le marché de l'art d'une certaine façon, mais avec une portion où on se garde la possibilité aussi de soutenir les artistes émergents, donc d'aller vers des artistes qui ne sont pas nécessairement représentés ou qui viennent tout juste d'être représentés pour leur permettre justement, pour pouvoir en fait accomplir la fonction aussi des collections d'entreprises de soutenir le milieu puis de permettre cette professionnalisation-là. Donc, dans mon cas, ça dépend et ce n'est pas exclusif galerie uniquement. Alors, pour la collection d'œuvres d'art de la ville de Laval, il y a, comme c'est une collection en construction, c'est super important, à valeur égale, un artiste qui n'est pas déjà dans la collection va être favorisé. Donc ça, c'est premièrement, c'est assez important à mentionner. Puis les membres du comité se doivent de choisir des artistes qui sont représentés en galerie et qui ne sont pas représentés en galerie. Donc, ils doivent absolument avoir cette diversité-là. Puis, c'est pas rare que la collection acquiert des artistes non représentés qui vont l'être très peu de temps après. Parce que nous, on a aussi cette particularité-là de valider, puis les artistes, très peu de temps après, deviennent représentés. Donc, c'est important de laisser cette place-là. Mais quand ils ne sont pas représentés, ça ne veut pas dire pour nous qui sont relève. Il y a très peu d'artistes de la relève que nous, on va acquérir. Donc, souvent, ça va être des mi-carrières établies. Représentés ou non représentés. Il va y avoir quelques artistes de la relève, mais ce n'est pas la majorité. Donc c'est ça. Il peut y avoir des artistes décédés aussi. Mais là, à ce moment-là, nous, la particularité, c'est que nous, on acquiert, pour proposer une œuvre à la collection de la Ville de Laval, il faut vendre deux choses. Il faut vendre l'objet, ça va, mais il faut vendre aussi une licence d'utilisation de l'œuvre. Donc, parce que nous, on veut absolument la mettre sur notre site web. D'ailleurs, si vous êtes curieux de voir la collection d'œuvres d'art de la Ville de Laval, qui est très belle. Elle est toute en ligne, donc parce que justement, et ça, on acquiert... rare. Je souligne ça, c'est rare, parce que toutes les collections d'entreprises ne sont pas accessibles. Puis c'est génial ce que vous avez fait à la Ville de Laval pour ça, parce que tout est public, tout est accessible, c'est vraiment super. Puis c'est vrai que ça devient un outil pour les autres conservateurs, conservatrices, parce que ça nous permet de voir qu'est-ce que vous collectionnez. Oui, et c'est ça qu'on souhaite d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'avoir des non-représentés. Parce que, justement, on participe, puis souvent, en tout cas, par exemple, le Naïta Nourouzi qu'on a acquis, ben, je l'ai vu accroché au mur du Musée des Beaux-Arts du Canada quelques années plus tard, tu sais. Donc, ça fait quand même une petite fierté. Donc, une bonne œuvre, c'est une bonne œuvre. Hein? Et donc, nous, c'est comme ça qu'on procède. Vous, au Musée d'art contemporain, Okay. si tu as envie. Au musée,
on collectionne pas que les artistes qui sont représentés, au fait. C'est pas... parce qu'il faut savoir une chose, c'est pas parce être artiste, c'est pas forcément parce qu'on est représenté. La représentation, c'est un système, c'est un écosystème qui valide, au fait. Donc du coup, moi, j'ai pas été représenté pendant longtemps. J'ai pas eu de galerie pendant très 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 longtemps. Et je connais des artistes qui n'étaient pas représentés, qui ont été en musée, acquis en musée, avant que moi je sois acquis en musée, au fait. C'est vraiment la question de la mission. C'est quoi la mission? Et puis le musée a aussi la mission de la conservation, de, comme je disais, de ce patrimoine qui est commun, au fait. Donc les artistes, qui soient représentés, pas représentés, c'est la qualité de leur démarche artistique, la qualité de leur travail, qu'est-ce qu'ils emmènent comme réflexion aussi dans la société. C'est plus un peu ça, au fait. Et nous aussi, au musée, il y a quelque chose qu'on a introduit, que ma présidente de CA a introduit, et c'est très important. C'est l'idée aussi de dire, on va collectionner, mais on ne va pas juste collectionner parce qu'il faut collectionner. On va se dire, quand on collectionne une œuvre, est-ce qu'on est capable de la garder pour les 10, 20 prochaines années? Donc elle a amené en place un tableau, parce qu'elle part du principe, et moi, beaucoup d'artistes n'aiment pas dire ça, mais moi je soutiens ça, qu'une œuvre c'est un investissement, en fait. Donc c'est un investissement. Moi je considère mes œuvres comme des parts d'action dans une entreprise. C'est-à-dire que quand un musée a acquis mon œuvre, je me dis j'ai des parts dans cette institution-là. Et donc du coup il y a un tableau qu'elle a mis en place qui nous permet de dire, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une œuvre à $10 par exemple, et puis pour la garder, ça va nous coûter $50. Ou bien ça va nous coûter $100. Donc on a un tableau pour savoir combien va coûter l'œuvre, combien va nous coûter le transport, et combien va nous coûter de garder l'œuvre pendant 10 ou 20 ans. Et ça aussi c'est important, non, parce que c'est un investissement, en fait. Cette collection-là, c'est un investissement de nous en tant que citoyens pour le Québec. Donc on va évidemment voir des artistes qui sont représentés et qui ne sont pas représentés aussi. Donc c'est vraiment la qualité du travail qu'ils offrent, leur démarche artistique, et puis le moment clé, parce que c'est une photo d'un moment clé dans une société, un temps précis. Chaque collection de ces qui ont été collectés, donc c'est vraiment ça qui est important aussi. Juste rebondir sur Morija, c'est que une partie de notre travail, puis Florence Agathe pourra rebondir aussi, c'est amener des œuvres à être restaurées, réencadrées, déplacées. Il y a beaucoup, beaucoup de petits soins à la collection. Donc ça correspond aux éléments du tableau là, dont tu parles. Absolument. Je trouve que c'est un magnifique mot de la fin, parce que ça nous ramène à qu'est-ce que c'est collectionner, c'est prendre soin, en fait. Donc, je vous souhaite une magnifique édition de la foire. Allez rencontrer les galeristes, les artistes, posez-leur vos questions, allez jaser, rencontrer ce bel écosystème. Merci pour votre écoute. Puis bon plural. Merci.